Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH Matin avec notre partenaire Indeed. Le thème principal du jour est porteur, communiquer pour recruter. En revanche, le constat est plus amer, les candidats sont déçus par le manque de transparence et de sincérité. Alors, comment expliquer ce non-alignement dans le processus de recrutement? Dans un contexte de forte tension qui perdure sur le marché de l'emploi, Indeed a mené une étude afin de cerner les causes de ce fossé dans la relation candidat-recruteur. Nous allons décortiquer ce sujet avec Thibaut Maire. Thibaut, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Thibaut est expert du marché de l'emploi chez Indeed et donc il va nous décortiquer une étude qui a été réalisée par le moteur de recherche d'emploi avec un focus France, ce qui est toujours plus intéressant pour les participants. Je serai en charge d'animer ce webinaire, Philippe Guerrier, pour RH Matin. Et nous allons pouvoir vous présenter les séquences qui vont rythmer ce webinaire. Il y a 5 chapitres. Le premier, on va faire un constat sur le manque de transparence sur les offres, qui est une réalité criante, et Thibaut nous en fournira une illustration. Le deuxième chapitre porte sur la perception, qui a des répercussions sur l'ensemble du parcours du candidat. La troisième séquence porte sur le risque de ghosting, c'est-à-dire que ce phénomène apparaît et on pourrait se demander est-ce que c'est la conséquence de cette mauvaise communication. On abordera un quatrième volet sur le flou persistant qui est finalement assez malsain dans cette relation entre le candidat et le recruteur, et on arrivera sur un cinquième chapitre un peu plus orienté sur les recommandations d'Indeed. On va un peu vous aider quand même à sortir justement de ce flou pour mieux orienter cette communication entre le candidat et le recruteur. On essaiera d'avoir un petit instant en conclusion une session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions qui pourraient survenir du côté de nos participants. Et je vous rappelle que il sera possible de disposer du replay de ce webinaire via RH Matin. Thibaut, je propose que l'on commence à rentrer dans le vif du sujet, sur ce manque de transparence dans les offres d'emploi. Donc, autant le dire très directement, c'est une réalité criante. Il y a un manque de transparence dans les offres. Et alors, dans les slides, Thibaut, comment ça se concrétise? Alors déjà, effectivement, un petit rappel contextuel. Ce manque de transparence est effectivement assez criant dans un contexte où le volume d'offres d'emploi, lui, n'a jamais été aussi élevé, ou quasiment jamais été aussi élevé. Ce que je vous présente ici, c'est le tracker qu'on observe chez Indeed, qui provient de notre équipe d'économistes et qui nous permet d'observer la tension en regardant le volume d'offres d'emploi disponibles sur Indeed. On ne va pas refaire l'histoire depuis 2020. Ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, à fin septembre, il y a 64% d'offres d'emploi supplémentaires si l'on se compare à février 2020. Ce que ça veut dire très très simplement, c'est qu'un candidat ou une candidate qui pouvait voir 10 offres en février 2020, aujourd'hui peut en voir 16 ou 17. Donc dans ce contexte, le manque de transparence est effectivement très problématique et on va le décortiquer, parce que ça veut dire que les candidats, non seulement ils ont pléthore de choix, mais ces choix sont tronqués parce que les informations qu'ils ou elles recherchent ne sont pas forcément disponibles. Donc ça, c'est le premier rappel contextuel. Et effectivement, c'est très très important de le rappeler. Finalement, on pourrait se dire que dans ce contexte, c'est le moment où il faudrait être le plus transparent. Et il se trouve que c'est pas le cas, alors même que le volume est extrêmement élevé. On va rentrer dans le vif de la problématique, Thibaut, mais juste sur la première slide, ça pourrait paraître assez paradoxal, non? Assez paradoxal, pardon, cette situation d'augmentation d'offres sur Indeed, alors que la situation économique se tend. Comment on peut expliquer finalement un peu ce décalage, alors qu'on prévoit, la Banque de France, par exemple, prévoit une hausse du taux de chômage, et par contre, il y a toujours autant d'offres sur Indeed? Alors, c'est la résultante de plusieurs phénomènes.
Je voudrais surtout pas prendre la parole de notre économiste, mais le premier phénomène, c'est que même si le taux de chômage va être amené très probablement à réaugmenter, ça sera relativement marginal par rapport à ce que certains d'entre vous ont pu connaître il y a 10, 15 ou 20 ans. Mais ça, c'est le premier élément. Donc, la tension reste assez élevée. Ensuite, il y a plus de fluidité sur le marché du travail. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont amenés à changer d'emploi de manière plus régulière, ce qui fait que les entreprises, elles, doivent rechercher ces candidats et donc de nouveau maintenir un volume d'offres d'emploi important. Et puis le troisième phénomène, qui est un peu plus long-termiste, mais c'est celui de la démographie, puisque finalement l'augmentation de la population active telle qu'on a pu le connaître depuis les années 70, elle est finie. On arrive sur un plateau et le nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail il est extrêmement faible, alors que le nombre de personnes qui sortent du marché du travail ou qui vont être amenées à sortir du marché du travail, même avec 2 ans de plus après les décisions qui ont été prises en début d'année, va rester très important. Et il va falloir aussi, pour une partie de ces gens, les remplacer. Et ça maintient là aussi la tension assez forte du côté de l'offre. Merci Thibaut pour ces précisions contextuelles. Je propose de revenir sur la problématique et le focus du jour sur le manque de transparence des offres. On va commencer à décortiquer l'étude que vous avez réalisée du côté d'Indeed. On peut dire qu'il y a quand même des efforts à fournir en matière de transparence des offres. Absolument, nous, c'est vrai que c'est notre boussole. Elle commence effectivement sur l'offre d'emploi, qui est le support principal pour les candidats pour découvrir un emploi, mais aussi une entreprise. C'est le premier vecteur de communication finalement entre candidats et recruteurs. Et près de la moitié des personnes on a interrogées, je précise qu'on a interrogé à la fois, et vous verrez pourquoi, des recruteurs, mais des salariés en France et cette année. On voit que pour près de la moitié d'entre eux, ils considèrent que les informations qui sont sur les offres d'emploi sont incomplètes. D'accord. Et ça, c'est la première chose, c'est que finalement, ils ne trouvent pas les informations qui pourraient les inciter à se rapprocher d'une entreprise, mais aussi potentiellement à s'en éloigner si les informations qui s'y trouvaient ne correspondaient pas aux attentes des candidats. Et un quart d'entre eux considèrent même qu'il y a une tendance systématique du côté des recruteurs à embellir le poste, donc à le rendre plus beau qu'il ne l'est en vrai. Donc il y a un vrai problème du côté des candidats. Leur point de vue, c'est que les recruteurs ne sont pas sincères, pas transparents, pas complets dans leurs offres d'emploi. Alors, on va rappeler la méthode que vous avez adoptée du côté d'Indeed. C'est une enquête OpinionWay réalisée en juin 2023 sur un échantillon de 547 recruteurs et 637 salariés. Je le précise pour ceux qui ont éventuellement un peu de mal à lire le petit astérisque en bas du slide. Ce qui veut dire que quand même, il y a quand même d'emblée une forte suspicion sur la transparence de l'offre. Pourquoi cette méfiance finalement, Thibaut ? Je pense que la méfiance vient probablement, elle est probablement historique. Le candidat était dans un rapport de force extrêmement différent, ne serait-ce qu'il y a 36 mois. Mais c'était évidemment le cas il y a une petite décennie et plus loin. Et ces candidats qui sont aussi plus flexibles et qui changent plus régulièrement de poste ont l'occasion plus régulièrement de confronter la réalité à la promesse qui leur avait été faite dès l'offre d'emploi, mais aussi, on peut prolonger, mais aussi lors des entretiens, etc. Donc il y a cette méfiance qui s'est installée, et puis un rapport pas forcément très sain entre recruteur et candidat, qui est que le recruteur, il est pas forcément là pour me dire la vérité, et donc ça crée cette méfiance. Mais elle est très probablement basée sur les expériences vécues des candidats et des candidates, et de ce qu'ils peuvent entendre, bien entendu, dans leur entourage. Bien sûr. Ce qui présente un souci de perception aussi, parce que souvent, on dit que les offres, on cherche souvent le mouton à 5 pattes, quelque part, avec beaucoup de descriptifs de jobs, peut-être même faire fuir les éventuels candidats. Mais malgré ça, il y a encore des informations qui manquent. Exactement. Il y a des informations qui manquent, ou les informations qui sont présentes sont trop belles finalement pour être vraies, en tout cas sont perçues comme trop belles pour être vraies. Et sur la notion de profil idéal, on avait été amené à animer un webinaire avec RH Matin sur le sujet, mais c'est en plus un mal qui est relativement français.
Hein, on cherche beaucoup le mouton à 5 pattes. On cherche beaucoup à cloner les personnes qu'on a déjà dans nos effectifs et qui ne sont pas forcément disponibles à l'extérieur. Et ce qui crée aussi beaucoup de confusion de la part des candidats qui finalement finissent aussi parfois par tenter leur chance et par être déçus par la suite dans les interactions qu'ils peuvent avoir avec les recruteurs et avec les entreprises. Alors Thibaut, on va se concentrer sur les informations qui manquent. Oh, je suis un petit peu trop vite. Non, Voilà. c'est moi qui ai appuyé. Effectivement, si on regarde selon les candidats, hein, selon les chercheurs d'emploi, si on regarde de leur point de vue, les informations, et la liste est évidemment plus longue que celle-ci, on a choisi de vous montrer ces trois choses-là. Je pense que parce qu'elles sont finalement assez basiques, et ça je trouve que c'est assez intéressant de le noter, c'est que les candidats trouvent que finalement les informations qui manquent le plus dans les offres d'emploi, c'est la rémunération, les avantages et finalement les horaires, le cadre de travail qui va être proposé. Évidemment, hein, selon sa situation, son avancement dans sa carrière, ces éléments-là vont être plus ou moins importants. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de voir qu'il s'agit vraiment de choses relativement basiques, hein, des éléments qui sont objectifs et qui sont a priori disponibles aussi côté employeur, mais qu'on a parfois du mal à présenter aux candidats de manière transparente. Donc c'est le candidat, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit ça me manque. J'ai besoin de cette information pour pouvoir prendre une décision. On peut peut-être s'arrêter une seconde sur la première ligne, qui est celle de la rémunération. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous écoutent régulièrement, vous savez que chez Indeed, on a vraiment on a un point de vue très clair sur la question, hein, que la transparence salariale, elle doit commencer très très tôt, dès l'offre d'emploi. Et on a aussi bien conscience des problématiques que cela peut poser dans vos organisations. C'est quelque chose qu'on prône, c'est quelque chose qu'on voit aussi qui est recherché par les candidats. À telle enseigne qu'une offre d'emploi qui met le salaire aura toujours plus de consultations, de candidatures qu'une offre d'emploi qui ne met pas le salaire. Et ce, quel que soit le salaire, je pense que c'est très important de le noter. La bonne nouvelle, me direz-vous, elle existe, c'est que les entreprises françaises ont commencé à prendre le pas. Aujourd'hui, on a environ 55% d'offres d'emploi sur Indeed qui affichent le salaire. Mais évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Certains secteurs, certains métiers sont plus vertueux que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est quasiment 30 points de plus que fin 2019. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est embrassé par une très grande partie des annonceurs, des recruteurs qui mettent cette information à disposition. Et ils ont raison, puisque les candidats recherchent cette information, mais d'un autre côté, c'est pas encore suffisant, parce que les candidats aimeraient beaucoup trouver cette information le plus tôt possible. C'est vrai que du côté de l'Indeed, vous avez fait de la rémunération un cheval de bataille, hein, en France, partout dans le monde, mais aussi en France. Est-ce que néanmoins, il y a des efforts qui sont fournis par les recruteurs sur ce volet? Est-ce que vous voyez une certaine amélioration? Oui, on voit cette amélioration, comme je le disais, hein, on a le volume d'offres d'emploi qui affiche le salaire augmente régulièrement, la part des offres d'emploi qui affichent le salaire augmente régulièrement. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est que ce ne sont pas toujours les plus grands groupes qui sont les plus vertueux. On s'aperçoit que beaucoup d'entreprises plus modestes, faisant face à des tensions, des difficultés de recrutement très très fortes, finalement mettent carte sur table en sachant très bien que c'est une information qui est recherchée. Donc, ils ont bien compris. Et donc, on voit beaucoup d'établissements de taille intermédiaire ou d'entreprises plus modestes que des très grands groupes qui mettent facilement le salaire, encore une fois, quelle que soit la rémunération qu'ils proposent, en sachant très bien que c'est quelque chose qui va être plébiscité. Donc voilà, on voit un changement d'attitude, mais on voit aussi évidemment des grands groupes qui se cassent la tête aussi pour essayer de trouver la meilleure solution, de mettre en avant la rémunération, sans mettre en péril aussi le dialogue social, hein, qui est quelque chose qui peut être très problématique, hein, d'afficher des salaires à l'externe par rapport à des personnes qui sont en poste depuis un certain temps dans l'entreprise et où la grille de salaire peut être très décorrélée. Donc c'est une problématique, même si nous on prend de la transparence, on a aussi bien conscience que ça peut être très compliqué d'afficher un salaire, une rémunération, et puis que parfois la rémunération elle est très composite aussi, hein, elle est faite de parts variables, de commissions, etc., de bonus, et que c'est parfois difficile de l'exprimer dans une offre d'emploi, mais une indication de la rémunération est toujours mieux qu'une absence totale de l'information ou que simplement rémunération attractive que nous avons toutes et tous vu au moins une fois dans notre vie sur une offre d'emploi.
On peut être surpris par le niveau des statistiques. Par exemple, 56% des candidats trouvent qu'ils ne trouvent pas assez d'informations sur les avantages proposés par l'entreprise. C'est un fort taux, alors que généralement, justement, au nom de la marque employeur et de l'attractivité de l'entreprise, c'est plutôt le moment de mettre en avant ces avantages. Comment on explique finalement ce taux important? Alors, ce qu'il faut bien distinguer, c'est offre d'emploi et puis les autres supports sur lesquels on va être amené à communiquer sur les avantages que peut proposer une entreprise. Et très souvent, cette information, elle est effectivement disponible quelque part, mais elle n'est pas disponible de manière très simple et notamment pas dans les offres d'emploi. Et puis, ça revient aussi à ce qui était mentionné précédemment sur cette notion comme on recherche un bouton à 5 pattes, on va beaucoup mettre le paquet finalement sur ce qu'on demande au candidat ou à la candidate et finalement ce qu'on offre aux candidats, c'est-à-dire les avantages qui sont proposés par la structure pour le compte duquel on recrute, eux, ils sont un peu noyés dans la masse, voire totalement absents de l'offre d'emploi. Et c'est aussi peut-être une bonne nouvelle de voir que cette information, elle est quand même très recherchée, juste derrière la rémunération. Ça veut aussi dire que les candidats et les candidates ont bien compris que la rémunération, elle peut pas, le niveau de rémunération ne peut pas être augmenté à l'infini et que finalement, pour un métier en particulier, dans un bassin d'emploi en particulier, le prix qui existe, la rémunération proposée ne va pas tellement varier d'une entreprise à une autre et que donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de l'information sur les avantages parce que c'est peut-être ça qui va leur permettre de prendre la décision. Et cette information, elle est effectivement assez souvent absente ou extrêmement diluée ou pas assez bien exprimée. Et puis on a encore beaucoup d'entreprises aussi qui oublient que les candidats et les candidates ne connaissent pas les conventions collectives par cœur et donc se disent que je ne vais pas mettre les avantages qui sont des avantages qui sont propres à mon secteur d'activité, alors même que les candidats, eux, n'ont pas cette information et il serait plus facile pour eux de prendre la décision s'ils avaient l'information à disposition. Est-ce que quelque part, on pourrait pas considérer aussi que c'est un moyen de ne pas abattre ses cartes trop tôt, c'est-à-dire de la part du recruteur, quelque part, si on donne tout finalement dans les annonces, on pourrait se poser la question, finalement, à quoi va servir l'entretien de recrutement derrière? C'est peut-être aussi quelque part une manière de tester la réactivité du candidat pour savoir s'il est intéressé, s'il est curieux par nature, finalement, sur des sujets qui l'intéressent directement. Absolument, ça c'est très certain que, enfin, je pense qu'on a tous eu cette discussion un jour, mais que une partie des recruteurs, une partie des organisations, imaginent qu'en retenant l'information, une partie de l'information, ils vont pouvoir convaincre un candidat malgré peut-être une rémunération qui n'est absolument pas alignée avec ce qui est recherché par le candidat ou ce à quoi le candidat pourrait prétendre ailleurs. Euh, et je pense que la réalité du comportement des candidats sur les offres d'emploi nous montre bien que le calcul il est finalement assez mauvais parce que finalement on va perdre beaucoup de temps avec ce candidat. Et puis le fait de vouloir éveiller la curiosité, je pense que on le verra après, mais que malgré tout la communication telle qu'elle est faite par la suite nous prouve que c'est pas ces questions, on ne va pas forcément y répondre au bon moment pour le candidat et donc on risque de perdre le candidat. Donc, dans un marché qui est extrêmement tendu et qui risque de le rester pendant un certain temps, je pense qu'il faut effectivement mettre carte sur table pour une partie des informations, quitte effectivement à se séparer dans un premier temps d'une partie des candidats. D'accord. Le candidat que vous ne voyez pas parce que ce que vous lui proposez de manière très transparente ne lui correspond pas, c'est aussi du temps que vous gagnez à passer avec d'autres candidats. Alors, on reviendra sur cette dimension de ghosting un peu plus tard dans le webinaire. Thibaut, je propose de passer à la prochaine slide qui est vraiment aussi également très intéressante sur la perception et réalité des annonces. Ça, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'introduction, c'est qu'effectivement, on a une part non négligeable, 40% des candidats, qui pensent qu'effectivement, la description du poste telle qu'elle est visible dans une offre d'emploi ne correspond pas à la réalité du quotidien d'une personne qui fait ce métier ou qui occupe ce poste dans une entreprise. Donc, il y a une vraie incompréhension et je pense qu'elle est effectivement basée sur l'expérience vécue d'une partie d'entre eux, sur ce qu'ils peuvent lire à droite à gauche entre ce qu'on essaye de nous vendre, parce que l'acte de recrutement, c'est aussi, on essaye de vendre un poste, une entreprise à un candidat, et le candidat, lui, il essaie de se vendre aussi. C'est un acte de vente des deux côtés, mais il y a une très très forte désillusion. Et on y reviendra. La plupart du temps, c'est extrêmement facile pour un candidat d'aller vérifier finalement, d'aller comparer ce qui est annoncé
de la réalité en se basant notamment sur l'expérience vécue par d'autres personnes. Et donc, c'est un premier énorme décalage. Donc, c'est que c'est 40% de candidats qui, de toute façon, partent du principe que la description du poste ne correspond pas à la réalité du quotidien. D'où d'ailleurs les trésors de créativité qui sont déployés par certainement une partie de vos organisations pour mettre aussi à disposition du contenu qui pourrait montrer à un candidat à quoi ressemble la journée type de telle ou telle personne dans telle ou telle organisation. Est-ce qu'il y a, on en reparlera aussi, des incidences sur le parcours du candidat, notamment s'il décroche ce job, la désillusion risque d'être cruelle pendant la période d'essai. Absolument. Et comme on dit très souvent, le recrutement qui coûte le plus cher, c'est celui qu'on a fait et qui, une fois qu'on a signé le contrat de travail, c'est la rupture pendant la période d'essai, c'est ce qui coûte le plus cher, évidemment. Donc ça, c'est un point très important. Si on avance un peu et qu'on se penche maintenant du côté des recruteurs, finalement, ce qui est intéressant, c'est que les recruteurs, ils avouent que finalement, ils ne sont pas entièrement transparents dans la description des postes. Donc, pour près de 40% d'entre eux, et peut-être plus inquiétant, même si ce n'est que 13%, c'est quand même 13% des recruteurs qui pensent qu'ils ne sont simplement pas honnêtes lorsqu'ils décrivent le job dans une offre d'emploi. Donc, finalement, le ressenti des candidats et des candidates, c'est 40% qui pensent que réalité et l'annonce sont bien différentes. Enfin, il est vrai si on pose la question, on pose la question aux recruteurs aujourd'hui. Oui, 13%, c'est quand même un pourcentage assez important quand même des recruteurs qui n'y jouent pas le jeu d'emblée. C'est compliqué à admettre ça. C'est compliqué à admettre et on va tout de suite peut-être être extrêmement. On va déculpabiliser les recruteurs qui sont peut-être parmi nous aujourd'hui. Les explications, elles sont assez simples finalement. C'est souvent une pression très très forte de volume de recrutement à effectuer qui va pousser à certaines pratiques et qui les recruteurs vont finir par admettre qu'effectivement ils ne sont pas tout à fait honnêtes. C'est aussi probablement dans les organisations des outils qui ne sont pas à disposition pour mettre les bons éléments en avant dans les offres d'emploi. Simplement, l'information n'est pas disponible pour le recruteur. Il se retrouve à annoncer quelque chose et peut-être même à discuter en entretien avec un candidat de quelque chose, mais sans avoir la totalité de l'information, d'où le manque de transparence et d'honnêteté. Donc, loin de nous l'idée de jeter la pierre ici au recruteur. Un recruteur ou un chargé de recrutement aujourd'hui, il a beaucoup de travail. Il doit jongler aussi entre plusieurs outils, mais bien souvent, il n'y a que 24 heures dans une journée et il n'a pas toujours, il ou elle n'a pas toujours ni les outils ni l'information pour être honnête et transparent avec ses candidats et ses candidates. Merci Thibaut. On va aborder le volet 2, toujours sur cette dimension du manque de transparence qui a des répercussions sur la suite du parcours du candidat. Alors là aussi, naturellement, on va pouvoir mesurer un peu plus les conséquences de cette situation sur l'ensemble du parcours, où on voit qu'il y a encore des efforts à faire pour du côté du recruteur pour rassurer les candidats. Exactement. Donc il y a vraiment comme il y a cette déconnexion finalement et ce présupposé qu'il y a un manque de transparence, voire d'honnêteté de la part des recruteurs, ça rend aussi les candidats relativement frileux. Et ils pensent que très souvent, ils préféreraient, que ça les rassurerait que sur certaines des informations qui sont clés et je l'ai dit en introduction, mais qui sont basiques, relativement basiques finalement. Je pense notamment à la rémunération, mais aussi à l'organisation du travail. Si on regarde ici la question du télétravail, on s'aperçoit que les candidats, ils préféraient toujours que ce soit les recruteurs qui fassent le premier pas et qui abordent ces sujets-là. Je précise juste une toute petite chose, c'est pas 66% sur la première ligne, mais c'est bien 86%. On a vu ça juste avant le lancement de ce webinaire, donc toutes nos excuses pour cette erreur, mais c'est bien 86% qui préféreraient que le recruteur aborde de lui-même à la place du candidat finalement la question de la rémunération. Au passage, cette ligne disparaîtrait si l'information était disponible dès l'offre d'emploi. Donc il y a une attitude attendue par les candidats. Ils souhaiteraient que les recruteurs prennent la parole et sur des sujets basiques, la rémunération. La deuxième ligne, j'ai été le premier surpris, mais comment va se passer l'entretien
est-ce que je préférais me déplacer plutôt que de le faire en visio? Je préférais que ça soit le recruteur qui me propose le format d'entretien qui me conviendra le plus, qui me donne le choix. Voilà, on pourrait penser que c'est pas quelque chose de très important, mais en tout cas, les candidats préféraient vraiment que ça soit des sujets qui soient abordés euh, d'abord et avant tout par le recruteur, et notamment aussi sur la question du télétravail. Ouais, c'est naturellement la question du télétravail euh, est devenu l'un des sujets principaux dans les entretiens de recrutement. Naturellement, à parvenir sur la période d'accélération liée à la période Covid-19, mais naturellement, il y a eu un avant et un après sur la question du télétravail. Oui, il y a eu un avant, un après, et peut-être qu'on peut mentionner quelque chose, hein, c'est qu'en France, le volume d'offres d'emploi qui propose du télétravail en totalité ou en partie, il est en augmentation constante. Il est relativement faible par rapport à certains de nos voisins, mais certains de nos voisins, ça commence à diminuer, alors qu'en France, ça se stabilise, mais ça continue à monter, avec, de mémoire, je crois, 8 ou 9% d'offres d'emploi. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qui proposent du télétravail que simplement les 8% ou les 9% qui sont affichés. Donc là aussi, c'est un manque de transparence. Euh, on a fait l'exercice de demander à des entreprises, aucune de vos offres d'emploi affiche clairement la politique télétravail, et on a des entreprises qui nous disent, mais évidemment, il y a un accord télétravail, c'est 3 jours par semaine, c'est 2 jours par semaine, c'est 1 jour par semaine, peu importe, mais cette information, le statut existe, et on est aussi d'accord, hein, que tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Donc ça ne concerne pas tous les candidats, mais ça concerne une part non négligeable des candidats. Et donc les candidats, peut-être aussi échaudés par les périodes passées où ils n'étaient pas en position de force, se disent que aborder ça va peut-être empêcher le recruteur de voir les motivations qu'ils ont à rejoindre tel ou tel poste. Finalement, parler de mon équilibre vie pro vie perso, hein, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit quand on cherche à parler de la question du télétravail. Finalement, c'est peut-être se dire je ne mets pas en avant mes qualités professionnelles ou mes aspirations professionnelles, mais peut-être des choses qui vont empêcher le recruteur de voir ma motivation. Ouais, avec des jauges de télétravail qui peuvent varier considérablement en fonction des postes et des entreprises, voire Absolument. même en fonction des périodes, hein, puisqu'on parle actuellement d'un retour au bureau. On aimerait bien que les collaborateurs soient plus souvent dans les locaux de l'entreprise. Donc les accords qui ont été signés au préalable sont parfois difficiles à tenir. Absolument. Si on avance maintenant et qu'on regarde du côté des recruteurs, c'est-à-dire quelle attitude, là je pense que c'est ça qui est le plus flagrant, c'est que les recruteurs, eux, ils estiment ou ils préféreraient que ce soit les candidats qui abordent la quasi-totalité les mêmes sujets finalement, hein, que ce qui a été mentionné précédemment. Celle de la rémunération, ils préféraient que ce soit le candidat qui prenne la parole, qui pose la question, peut-être qu'ils mettent aussi sur la table. On parlait tout à l'heure de mettre carte sur table, de dévoiler son jeu. Finalement, ils préféraient que les candidats dévoilent leur jeu plus d'eux-mêmes, notamment peut-être sur les prétentions salariales, mais aussi qu'ils s'intéressent aussi aux avantages qui sont proposés, donc en questionnant un petit peu le recruteur. Donc il y a vraiment, on est vraiment, c'est un miroir parfait. C'est chacun se renvoie la balle finalement, et du coup la communication ne peut pas se faire. Si chacun attend de l'autre qu'il prenne la parole, voilà, on ne peut pas avancer et obtenir les informations ni d'un côté ni de l'autre, hein, parce que finalement le recruteur il a aussi besoin de savoir quelles sont les prétentions salariales, il a aussi besoin de vérifier les motivations du candidat ou de la candidate, et cette attitude attendue des deux côtés crée un manque de communication qui est relativement flagrant. La question qui reste la plus gênante, quelque part, c'est le nombre de jours de congé. C'est difficile pour un candidat d'aborder ce sujet dès l'entretien de recrutement. Finalement, le recruteur pourrait dire il cherche déjà à avoir Exactement. quelles sont les périodes de repos fixées par l'entreprise. C'est pas tout à fait ce que recherche l'entreprise au départ. Exactement, je pense que c'est la problématique côté candidat, c'est qu'il n'a pas envie, encore une fois, de se tirer une balle dans le pied finalement, et de laisser à croire au recruteur qu'il n'est pas suffisamment motivé. Alors qu'encore une fois, cette question, elle va toujours finir par être abordée, et que si ce n'est pas le cas, qu'elle est abordée beaucoup trop tard, on risque d'avoir aussi des candidats
qui s'éloignent, et on y reviendra, mais aussi parfois qui simplement arrêtent de répondre aux recruteurs. Donc, je pense que la problématique vient de là. C'est la peur des deux côtés d'effrayer notamment le recruteur sur ses motivations. Voilà, je pense qu'on a tous eu dans nos entourages des réflexions du type. Et donc cette personne-là la première chose dont elle m'a parlé, c'est les congés. Je suis pas sûr qu'elle soit extrêmement motivée, alors que la réalité de nos expériences nous montre bien que ça n'a pas de rapport direct. Une personne ayant besoin de connaître son cadre de travail, ça n'a pas d'impact direct sur sa capacité à se projeter dans un poste et à vous donner le meilleur d'elle-même. Oui, ça fait partie de l'équilibre vie privée et vie professionnelle qui est absolument nécessaire dans toutes les entreprises. Donc c'est une question légitime, naturellement. Donc on voit bien quand même qu'il y a un problème de communication, non-alignement entre les requêtes, les questions, un manque de fluidité dans la communication. On va aborder la prochaine slide, Thibaut, si tu veux, sur la... Je vais la passer. Vas-y, je la passe. Le résultat de tout ça, finalement, c'est que les deux tiers des candidats pensent simplement que recruteurs et candidats n'ont pas les mêmes codes. Voilà. Ils ne parlent pas le même langage et que finalement, chacun reste dans son camp. Et notamment les candidats restent dans leur camp en pensant simplement que le recruteur, qui ne sauront pas parler le même langage que le recruteur. Donc, c'est les fameux codes du recrutement. Alors, évidemment, avec la fluidité grandissante du marché du travail, avec des gens qui changent plus régulièrement de poste, qui peut-être restent moins longtemps dans les entreprises, peut-être que les codes vont finir par être adoptés. Mais bon, il faut bien imaginer que quelqu'un qui est en poste depuis que ce soit même depuis 2 ans, depuis 5 ans ou depuis 10 ans, et qui de nouveau se retrouve dans un processus de recrutement, il est évident qu'il se retrouve face à quelqu'un qui, lui ou elle, fait passer des entretiens toute la journée, tout le temps, et que les codes, effectivement, ils sont détenus plutôt par les recruteurs. Donc c'est intimidant pour les candidats, et ça crée aussi ces attitudes attendues. Hein. A priori, je pense que c'est au recruteur ou à la recruteuse de prendre la parole sur tel ou tel sujet. Oui, j'ai une participante qui a réagi par rapport au slide précédent sur les prétentions salariales. Elle indique que c'est bien le rôle du recruteur d'aller chercher les prétentions salariales. Comment vous expliquez cela, ce décalage? Je pense qu'on revient à ce qu'on disait. Je pense qu'il y a encore une partie non négligeable des recruteurs qui pensent qu'ils vont être en capacité notamment parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas une rémunération très attractive. Très souvent d'ailleurs absolument pas basé sur de la donnée concrète. C'est malheureusement très souvent on a encore beaucoup d'entreprises qui pensent être moins bons rémunérateurs que d'autres entreprises sans avoir potentiellement fait une étude, et que en partant de ce constat, ils se disent qu'ils vont essayer d'aller convaincre un candidat et que la question de la rémunération va les laisser traîner encore un petit peu. Évidemment, hein, j'ai déjà utilisé cette expression, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a très probablement des fonctions, je pense à des fonctions commerciales où cette discussion elle va se faire très très tôt, et puis il y a des secteurs d'activité ou des typologies de contrats de travail où de toute façon le taux horaire ou le taux mensuel va être extrêmement mentionné très très tôt, donc il y aura pas de problème. Donc c'est probablement la surprise vient peut-être de là, mais je pense qu'une grande partie des recruteurs effectivement ne veulent pas dévoiler leur jeu. C'est l'expression qui a été utilisée en pensant pouvoir convaincre sur autre chose et en croyant que la rémunération qu'ils proposent n'est pas à la hauteur. Voilà. Alors que s'ils faisaient le premier pas, obtenir la partie de l'information, effectivement, c'est le travail du recruteur, aller chercher les prétentions salariales. C'est effectivement pour ça, il vaut mieux annoncer ce qu'on a à proposer et le mettre tout de suite en relation avec ce que le candidat ou la candidate a à proposer, en étant le plus habile possible pour que la communication soit fluide et qu'il n'y ait pas de rétraction du candidat sur la base de ce que vous lui aurez partagé. Oui, on voit bien que la question de la rémunération reste essentielle dans cette phase de recrutement. On a beau mettre d'autres critères à côté, ça reste quand même le sujet principal dans le processus de recrutement. Merci Thibaut pour ces éléments. Je propose de passer à la prochaine séquence sur la dimension du ghosting.
résultat d'une mauvaise communication. Alors, avant d'aller plus loin, Thibaut, est-ce que tu peux nous préciser les contours du ghosting? Comment vous percevez cette dimension du côté d'Indeed? Alors, ce qu'on appelle le ghosting, pour effectivement reprendre un tout petit peu le contexte, le ghosting, c'est le fait qu'un candidat, et on verra après, ou qu'un recruteur cesse la communication sans, sans indiquer que c'est la fin de la conversation, etc. Donc, cesse simplement la communication ou cesse de répondre aux sollicitations de l'autre partie. Et chez Indeed, il y a un phénomène qu'on a analysé depuis très très longtemps, qu'on appelle le trou noir. Le trou noir de la candidature, c'est le fait qu'une partie des candidats et des candidates postulent et ne reçoivent aucune réponse. D'accord. Là, on ne parle même pas de ghosting, c'est simplement j'ai posé ma candidature et je ne sais absolument pas ce qui va se passer derrière. Je ne sais pas qui va me répondre, dans combien de temps on va me répondre. Est-ce que peut-être c'est une machine qui va me répondre et peut-être même que je ne recevrai pas de réponse. Et finalement, le ghosting qui intervient après, ce qu'on appelle le ghosting ici, c'est effectivement le candidat ou le recruteur qui arrêterait tout simplement la communication. Bah, ça n'est que le prolongement de ce trou noir, euh, celui, celui qui peut intervenir et qui intervient encore trop régulièrement au tout début de l'acte de candidature. Donc, c'est de ça dont on parle quand on parle de ghosting. Euh, et c'est un buzzword, hein, beaucoup de gens en parlent, on en a beaucoup parlé. C'est un phénomène évidemment qui nous vient d'outre-Atlantique, mais qui est quand même vérifié en France pour une fois qu'un phénomène américain, effectivement, il est bien présent en France, probablement moins présent d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons. Mais il nous a semblé intéressant de se poser la question, est-ce que finalement le ghosting n'était pas la résultante de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire du manque de transparence, du manque de compréhension des codes des deux parties, qui fait que les candidats cessent tout simplement, et on va le voir aussi, hein, où les recruteurs cessent tout simplement de s'adresser à l'autre partie. Je passe à la slide suivante. Le constat, il est très clair, hein, c'est que on a plus de la moitié des candidats qui nous disent, dans ceux qui ont été interrogés, qu'ils ont effectivement déjà cessé de répondre aux recruteurs, simplement parce qu'ils ne souhaitaient pas donner suite. Donc, soit une proposition, soit un entretien, ils cessent de répondre. Et on parle bien de cesser de répondre, hein. On ne parle pas de dire je ne suis pas intéressé et puis ensuite silence radio. C'est avant même ce message je ne suis pas intéressé, c'est le silence radio du côté des candidats. Et ce qui est intéressant, c'est que un peu plus de la moitié d'entre eux, ils nous disent que s'ils l'ont fait, c'est parce que le recruteur n'avait pas répondu à certaines des questions qui leur tenaient à cœur. Donc les fameuses notions relativement basiques de rémunération, de rythme de travail, il peut y avoir bien sûr d'autres choses. Et je pense qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin et imaginer que quand ils disent ne répondez pas à certaines questions, peut-être simplement que eux non plus n'ont pas posé la question du tout. D'accord. On se retrouve dans cette situation où l'attitude attendue, c'était je souhaitais que le recruteur aborde la question. La question n'a même pas été abordée. D'accord. Il n'y a pas de non-réponse du côté du recruteur, mais ce phénomène de manque de transparence, d'incompréhension de deux côtés, fait qu'une partie d'entre eux, c'est la raison qu'ils citent en grande partie, hein, donc à 55%, ils l'ont déjà fait parce qu'ils n'ont pas eu de réponse sur les points qui étaient les plus importants pour eux. Alors, on a observé le phénomène du ghosting du côté des candidats. On va maintenant voir ce qui se passe du côté des recruteurs. Des côtés des recruteurs, c'est pas beaucoup mieux. Et je pense qu'une partie d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. C'est même une symétrie parfaite, hein, c'est 57% là aussi. Des recruteurs qui ont été interrogés qui nous disent qu'effectivement, ils ont déjà simplement cessé de répondre à un chercheur d'emploi parce qu'ils ne souhaitaient pas donner suite. Et on parle vraiment de cesser la communication, hein. On ne parle pas du tout de dire nous sommes désolés, vous ne correspondez pas au poste. C'est simplement j'arrête la communication. Ça peut être après la candidature, mais ça peut être aussi après le premier entretien. Et donc, au lieu de fournir la réponse définitive de vous êtes sélectionné ou vous n'êtes pas sélectionné pour l'étape suivante, il n'y a absolument rien qui se passe. Et pour une moitié des recruteurs qui ont été interrogés, un petit peu moins d'une moitié, ils nous avouent qu'ils l'ont fait quand même plusieurs fois. D'accord. Et je vais le redire parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'idée n'est pas du tout là de blâmer, hein, de culpabiliser les recruteurs. Il y a sûrement des raisons très objectives et notamment des raisons de charge de travail, hein, d'une partie des recruteurs et des recruteuses qui traitent parfois d'énormes volumes de candidatures, qui commencent des discussions avec un grand volume de candidats et qui donc parfois ils savent qu'ils ont ghosté un candidat de manière non intentionnelle, mais le phénomène il est là. Le candidat, lui, il pense qu'il a été ghosté
qu'on a cessé de lui répondre. Ouais, c'est un phénomène important et à double sens, hein, côté candidat et côté recruteur, avec des taux importants. En guise de commentaire, je dirais que c'est quand même assez impressionnant du côté des recruteurs, ne serait-ce que pour alimenter la marque employeur. C'est quand même, enfin, on a déjà fait d'autres webinaires auparavant sur ce sujet-là en disant qu'il faut quand même préserver sa marque employeur, l'alimenter, la dynamiser, ne pas répondre du tout aux personnes qui se présentent à un processus de recrutement en entreprise. C'est quand même très gênant quand même. C'est quand même très gênant et le mot a été mentionné. Hein, c'est effectivement très dommageable à la réputation et donc à la marque d'une entreprise. Au passage, pas forcément uniquement la marque employeur. Hein, certains d'entre vous ont aussi des marques commerciales à préserver. Et un recruteur et un candidat et un consommateur est parfois la même personne. On peut aussi imaginer que il va emmener son portefeuille et son pouvoir d'achat ailleurs. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Et puis on peut aussi imaginer qu'une partie des recruteurs ne répondent pas à une partie des candidats parce qu'ils ne correspondent absolument pas à ce qu'ils recherchent. D'accord. Peut-être qu'après le premier entretien, ils s'en sont bien rendus compte et par charge de travail ou par facilité décident de ne pas répondre au candidat ou à la candidate. Mais ne jamais oublier qu'un candidat aujourd'hui qui n'est pas le bon candidat pour vous, c'est peut-être le bon candidat de demain ou d'après-demain. Parce qu'il aura acquis les compétences que vous recherchez, la maturité, le savoir-être, peu importe, que vous recherchez. Donc effectivement, c'est dommageable pour votre marque parce que cette personne ne reviendra pas vers vous dans le futur, alors même qu'elle cochera peut-être toutes les cases du candidat idéal que vous recherchez dans vos organisations. Donc oui, c'est un phénomène qui est assez inquiétant. Et si on avait une chose qu'on devait retenir finalement aujourd'hui, c'est répondez à 100% de vos candidats. Il existe aussi des outils à votre disposition pour ça, hein, pour répondre avec des modèles d'email. Hein, on ne parle pas toujours de personnaliser tout à l'infini, mais de répondre un maximum aux candidats et surtout d'être extrêmement transparent. Vous n'avez pas été sélectionné pour la suite. Un non, on le sait, est beaucoup moins dommageable pour la marque qu'un silence. On reviendra sur différents éléments sur ce point-là dans la session de questions-réponses. Il y a quelques questions qui sont apparues sur le sujet. Thibaut, je propose d'avancer sur la présentation des slides. Sur le volet 4, naturellement, le constat qu'on peut donner en l'état actuel, hein, après l'analyse de toutes ces statistiques, c'est que le flou persistant n'est bon pour personne. Alors, il est effectivement, il est malsain, on vient de le dire, il n'est pas bon pour votre marque employeur. Là, ce qu'on a choisi de vous montrer, c'est surtout de vous montrer qu'il est clairement pas bon pour les recruteurs. On l'a mentionné tout à l'heure, un recrutement, ça prend du temps pour une partie des métiers pour lesquels vous essayez de recruter. Et ça peut coûter de l'argent. Ce temps, il vaut de l'argent. La médiatisation de vos offres d'emploi, la création de contenu pour attirer des candidats et des candidates, c'est des investissements qui sont importants et de plus en plus importants dans le niveau de tension actuel. Et donc, un mauvais recrutement, c'est le recrutement qui coûte le plus cher. Le recrutement qui coûte le plus cher, c'est pas celui qu'on fait pas, hein, c'est celui où on a bien signé le contrat de travail. Et aujourd'hui, on a des recruteurs qui, à cause de ce flou, ils nous disent, moi j'ai effectivement déjà fait plusieurs erreurs de recrutement parce que je n'avais pas posé les bonnes questions pendant l'entretien d'embauche. Et on peut aller en miroir de ça, dire parce que je n'avais pas délivré les bonnes informations. Et probablement que dans l'attente du candidat, que le candidat pose de lui-même les questions, une partie de l'information n'a pas été transmise. Le candidat est passé au travers des mailles du filet. Il a été retenu, il a signé son contrat de travail, il est rentré dans les effectifs, mais au final, ça s'est avéré être une erreur de recrutement. Il n'y avait pas le bon match, pas la bonne correspondance entre le candidat et les besoins de l'entreprise. Et je pense une partie d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Des erreurs de recrutement, ça peut toujours arriver, hein, évidemment. Mais quand on sait que quand les recruteurs reconnaissent que c'est probablement parce que les bonnes questions et donc les bonnes réponses et les bonnes informations n'ont pas été transmises aux candidats, c'est vraiment dommage et dommageable pour l'entreprise et sa capacité à recruter. Ouais, là, on est bien au cœur de l'efficience du processus du recrutement, hein, c'est un sujet primordial
pour les entreprises d'améliorer les conditions de recrutement et d'accueillir dans des meilleures conditions les candidats. Merci Thibaut, je propose d'avancer sur la suite de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation pas forcément très agréable côté candidat et côté recruteur? Qu'est-ce qu'on peut le recommander? Oui, je pense que l'intitulé de cette diapo est peut-être un peu présomptueuse. C'est au-delà de solutions, c'est plutôt effectivement des recommandations. Et cette recommandation, elle est vraiment sur améliorer la communication. D'accord? Et on a choisi ces quatre éléments pour, si on part du constat que les candidats ne considèrent pas qu'il y a de l'honnêteté et de la transparence du côté des entreprises et des recruteurs, c'est de partir déjà de savoir qui on est exactement. Et chez Indeed, et Glassdoor fait partie de la même maison, on est riche aussi de beaucoup de notes et avis qui permettent aux entreprises aussi de savoir comment elles sont perçues par leurs collaborateurs et leurs collaboratrices actuelles ou passées, mais aussi d'ailleurs par leurs candidats et leurs candidates. Et donc, se reposer aussi beaucoup là-dessus pour essayer de savoir si finalement ce qu'aujourd'hui on met en avant correspond à la réalité que vivent les candidats, les candidates, les collaborateurs et les collaboratrices. Donc, se reposer sur cette information pour finalement qu'il y ait le plus possible de match, de correspondance entre le contenu qui est mis et la réalité du terrain. Donc, on se rappelle que les candidats, eux, ils ont pour une partie d'entre eux non négligeable, ils ont quand même l'impression qu'il y a une trop grosse distorsion entre ce qui est annoncé versus la réalité. Ensuite, et j'ai envie de dire, quelle que soit la taille de son entreprise, il faut une bonne fois pour toutes établir une politique de transparence, notamment sur les salaires. Et quand je dis l'établir, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite ouvrir, ça veut dire qu'il faut décider ce sur quoi on a envie d'être transparent. Et notamment peut-être sur la base de ce qui est perçu par les candidats en allant fouiller les enquêtes de satisfaction et les notations de vos entreprises sur les pages Indeed et sur Glassdoor. Donc, sur cette base-là, il faut vraiment établir les points sur lesquels on décide dès aujourd'hui d'être transparent. Et si on décide de l'être sur le salaire, de quelle manière on décide d'être transparent? Est-ce que on explique la rémunération variable? Est-ce qu'on fait ça à partir des fourchettes de rémunération, etc., etc. Ces deux choses vont nous permettre de faire la troisième chose, c'est de renforcer les descriptions de poste, c'est-à-dire des offres d'emploi, de manière à mettre en avant les éléments qui sont importants pour les candidats et pour les candidates. Et vous avez vu tout au long de cette présentation, ce qui était important pour les candidats sont des choses relativement basiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se prendre son temps aussi pour décrire des choses moins basiques, comme justement le quotidien d'un travail, le quotidien d'un métier ou d'un poste. Ça, c'est toujours un peu plus compliqué, mais il faut le mettre en avant. Donc ça, c'est une première étape, enfin une troisième étape, pardon, qui permettra vraiment de mettre sur la table, encore une fois, sur le canal de communication entre candidats et recruteurs qui est le plus important, qui est l'offre d'emploi. Et enfin, d'avoir véritablement, d'encourager une communication ouverte. C'est-à-dire de ne plus attendre que l'autre partie prenne la parole, d'être très très clair lors de l'entretien sur à quel moment le candidat pourra poser ses questions et peut-être lui proposer des exemples de questions. Voilà. Il y aura à la fin de l'échange et des questions que nous allons vous poser, il y aura à la fin de l'entretien un temps de questions-réponses et c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous poser des questions sur nos avantages, pour qu'on les détaille un peu plus ensemble, etc. Donc, vraiment encourager une communication ouverte. Ça nécessite effectivement de probablement former une partie des candidats et des recruteurs et des recruteuses dans vos effectifs, mais aussi de toute personne qui est potentiellement un jour dans un panel d'entretien, pour que ce soit très très clair que l'entretien d'embauche, c'est peut-être le moment qui a le plus de valeur ajoutée pour un recruteur, puisque on va vraiment pouvoir évaluer son candidat. Mais l'entretien d'embauche, ou les entretiens d'embauche, c'est vraiment le lieu où il faut favoriser une communication très ouverte. Et cette communication, elle va évidemment au-delà de l'entretien. Tous les autres canaux, l'email, le SMS, le téléphone, la visio qui peut être utilisée pour déterminer l'heure et le lieu d'un rendez-vous ou tous ces canaux doivent être ouverts
de la manière la plus structurée possible. Ça aura un effet bénéfique, tout ça, sur vos notations, puisqu'on la boucle sera bouclée aussi, hein. Vous aurez des candidats qui, même lorsque vous êtes amené à leur dire non, au lieu de les ghoster, seront en capacité de dire que l'expérience qui leur a été fournie, elle était transparente, elle était honnête, elle était ouverte, et qu'ils ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes pendant l'entretien, et que finalement, il y a moins de déception à être recalé pour un poste si on sait qu'on a donné le meilleur de soi-même et qu'on a eu l'opportunité de poser toutes les questions et d'obtenir toutes les réponses auxquelles on souhaitait avoir. Qu'on souhaitait avoir, pardon. Merci, merci Thibaut pour l'ensemble de ces éléments, hein. C'est vrai qu'à travers cette salle, on se rend compte quand même que ces problématiques de communication dans la phase de recrutement dépassent quand même quelque part aussi la simple gestion RH et concernent d'autres départements. Promouvoir une politique de transparence, notamment des salaires, j'imagine qu'il faudrait intégrer du coup la direction finance sur ce sujet-là. Absolument. La partie communication pour le volet marque employeur, pour la renforcer en tout cas, et éviter de trop recourir à cette dimension de ghosting que l'on a évoquée auparavant. Merci Thibaut pour ces éléments. Il nous reste 10 minutes. On a une session de questions-réponses assez large par rapport à d'autres webinaires que l'on a présenté ensemble. Donc, on va prendre un peu le temps de discuter avec nos participants. Il y a une question sur cette dimension de non-réponse à une candidature. Une participante nous suggère que cette non-réponse à une candidature pourrait être qualifiée de harcèlement. J'avais envie d'étendre un peu cette dimension. Est-ce que ça pourrait être aussi perçu comme de la discrimination, c'est-à-dire que finalement, on ne répond pas parce que on a des biais de discrimination, et donc du coup on zappe directement la candidature d'une personne. Alors je dirais que au-delà du fait que ça soit potentiellement une forme de discrimination, ce qui est très très clair, c'est qu'en tout cas ça va éveiller les soupçons de discrimination. C'est-à-dire que il est très clair qu'un candidat qui ne reçoit pas de réponse, ou qui après un premier entretien ne reçoit plus de réponse, il est très très clair que si lui-même est amené à relancer le recruteur, et que c'est le silence radio du côté du recruteur, selon sa situation personnelle, ses origines, etc., il va peut-être effectivement soupçonner de la discrimination, alors même qu'elle n'est peut-être pas avérée, hein, c'est ça que je voulais dire ici. Donc, je pense que le risque finalement est trop grand pour qu'un recruteur ne prenne pas le temps de répondre à un candidat. Mais pas de statistiques sur le sujet, mais en tout cas, il est très clair. Encore que, il me semble que j'avais vu une étude passer sur des candidatures avec des patronymes différents, et on se rendait compte que les gens qui avaient des patronymes d'origine notamment nord-africaine recevaient beaucoup moins de réponses que des gens qui avaient des patronymes plutôt européens. Pareil sur la localisation géographique, en voyant l'adresse sur le CV. Donc, non-réponse. Et là, effectivement, très probablement sur de la discrimination. Donc, le sujet est extrêmement vaste, mais je pense que c'est trop dommage d'être soupçonné finalement de discrimination simplement parce qu'on n'a pas répondu à un candidat, alors même que vous avez peut-être des raisons très objectives de dire non à un candidat, parce que finalement, il y aura toujours une discrimination dans le recrutement, hein. L'objectif, c'est bien de dire oui ou de dire non à quelqu'un, mais il faut que ça soit sur une base très objective, sur la base de ses compétences, de son expérience, de son savoir-être, etc. Ouais, et du coup, la même personne qui avait posé la question auparavant apporte ces commentaires. C'est déjà, en fait, ces non-réponses sont déjà qualifiées de harcèlement dans certains cas litigieux. Alors là, D'accord. on va pas pouvoir malheureusement avancer sur ce sujet en l'état actuel, mais si vous voulez prolonger ce débat, mon adresse email est ouverte, hein, philippe.guerrier@newstan.com. Ça pourrait fortement nous intéresser pour nos supports. Ouais, moi, je suis effectivement pareil. Ça éveille ma curiosité. Je vais regarder ça après. Sur la dimension de trou noir que tu as évoqué tout à l'heure, Thibaut, est-ce que vous avez une perception assez claire de ce phénomène du côté d'Indeed? Tu as déjà fourni quelques éléments, mais est-ce qu'on pourrait avoir concrètement des éléments tangibles sur ce sujet?
Alors, il est abyssal. Alors, nous, on le regarde plutôt à l'échelle mondiale. Voilà, Indeed, c'est à peu près 350 millions de personnes tous les mois, à peu près 30 millions d'offres d'emploi dans le monde, dans, je crois, 170 pays. Donc, et ce que nous voyons, c'est que le trou noir, c'est vraiment à l'étape de la candidature, hein. C'est ce qui se passe juste après la candidature. Et donc, le chiffre est abyssal, hein. C'est entre 8 et 9 candidatures sur 10 qui ne reçoivent jamais de réponse. Oui, Donc phénoménal. c'est absolument phénoménal. Et évidemment, il y a des organisations qui sont extrêmement vertueuses, hein, qui vont répondre à 99,9% des candidatures, y compris avec des messages automatiques extrêmement bien faits, etc., hein. Il y a pas de problème à utiliser, à s'appuyer sur la technologie pour ce point-là. Mais c'est le phénomène que nous observons depuis très longtemps. Et honnêtement, on s'était dit qu'après l'épisode du Covid, avec les tensions de recrutement qui grimpaient en flèche, on s'était dit que c'est un phénomène qui finalement disparaîtrait de lui-même. C'est-à-dire que les entreprises ayant tellement de problèmes pour attirer des candidats, bah, finalement, d'eux-mêmes se dirait qu'il faudrait répondre au maximum aux candidatures. Et en fait, c'est absolument pas ce qui a été observé. Donc ça reste très problématique. Et c'est aussi un des enjeux de développement pour Indeed, hein, d'essayer de faire matcher l'offre et la demande le plus possible pour éviter ce phénomène de trou noir, hein, parce qu'une partie de ce phénomène, il est dû aussi à des candidats qui postulent alors qu'ils n'ont pas les compétences, ils ne reçoivent pas de réponse, et donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils postulent en masse ailleurs, ça nourrit le phénomène. Une question du coup, Thibaut, pour élargir un peu le débat hein, sur comment on pourrait améliorer la communication entre les candidats et les recruteurs. Alors vous, du côté d'Indeed, naturellement, vous utilisez beaucoup de technologies, notamment l'intelligence artificielle, qui s'accélère à vitesse grand V. Dans quelle mesure ces technologies IA peuvent améliorer finalement la communication entre le candidat et le recruteur? Alors, il y a plusieurs éléments. Si on reprend l'offre d'emploi, ben, c'est de l'aide à la rédaction d'offres d'emploi qui permettrait de mettre en avant les bons éléments et de les mettre de manière saillante dans l'offre d'emploi pour qu'elle soit bien visible. Donc, encore une fois, favoriser la transparence. Euh, la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir informer en temps réel le candidat de sa capacité ou non à décrocher le poste. Donc, d'analyser son CV versus une offre d'emploi de manière à lui expliquer voilà pourquoi, voilà pour telle ou telle raison, de manière très circonstanciée, voilà pourquoi tu serais un bon candidat pour telle ou telle offre d'emploi, de manière à éviter de postuler à des offres d'emploi pour lesquelles il n'aurait pas les compétences et donc d'éviter que les recruteurs ne répondent pas du tout, que les entreprises ne répondent pas du tout. Et puis la troisième chose, c'est de mettre en point saillant les éléments qui sont recherchés par les candidats dans notre plateforme, mais aussi de mettre en avant les compétences qui sont détectées chez le candidat ou ses envies, ses affinités qui sont détectées chez le candidat et qui sont présentes ou non dans l'offre d'emploi. Encore une fois, l'idée étant de diriger le candidat le maximum vers les offres d'emploi qui lui correspondent le plus, selon des informations objectives, ce qui est présent dans le CV versus ce qui est présent dans l'offre d'emploi, et des informations affinitaires, des choses qui ont été présentes dans l'historique de recherche du candidat, les compétences qu'il a fini par déclarer au fur et à mesure, etc. Et donc cette idée, c'est vraiment une plateforme de matching basée sur de l'IA qui permet peut-être de casser les fameux biais humains dont tu parlais à l'instant et d'essayer de se reposer sur des choses très objectives ou des affinités des candidats et des recruteurs. Sans transition, Thibaut, on va reprendre une question sur la dimension de discrimination. Un participant a fait remarquer que ça peut être discriminant déjà d'emblée de ne pas retenir les candidats qui n'habitent pas en France. C'est vrai que quelque part dans les descriptions d'offres, on ne précise pas forcément la nécessité de la localisation géographique. Est-ce que là, du coup, ça peut être un élément de ghosting direct en disant bah, c'est un poste disponible en France, mais vous habitez en Allemagne, donc je vous réponds pas. Alors, je ne vais surtout pas prendre le risque de vous donner des conseils juridiques sur ce sujet-là. En tout cas, il me semble qu'au minimum pour les candidats qui seraient extra-communautaires, donc qui n'auraient pas de la communauté européenne, je pense que, semble-t-il, hein, que l'entreprise est en droit à répondre qu'elle ne sponsorise pas de titres de séjour, etc., etc. Donc, je pense que c'est OK. En revanche, d'après ce que
C'est beaucoup plus compliqué sur la deuxième partie de la question qui concernait, je crois, les départements et les d'outre-mer notamment. Où là, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que, exactement comme tu disais tout à l'heure, hein, quand on voyait le nombre d'équipes qui doivent être incluses dans ce processus d'amélioration, je pense qu'il faut aussi avoir le support de ces équipes juridiques pour avoir des réponses qui soient, mais apporter une réponse, mais une réponse qui soit bonne pour expliquer à un candidat, notamment un candidat extra-communautaire, mais pas que, pourquoi la candidature ne peut pas avoir de suite. Merci Thibaut pour l'ensemble des éléments que tu nous as exposés au cours de cette heure de webinaire. On arrive à sa fin. Nous mettons sur la partie de l'espace chat des liens concernant des ressources Indeed qui portent sur la transparence salariale et sur le télétravail. Si vous voulez aller un peu plus loin dans ces deux dimensions, juste après le webinaire, on vient de vous mettre des liens hypertextes pour accéder directement à ces ressources. Il est temps de nous séparer. Je vous remercie beaucoup tous nos participants d'avoir participé à cette heure de session qui a été dense sur cette communication entre le candidat et le recruteur dans la phase de recrutement. Merci beaucoup Thibaut. Merci Philippe, merci à tous de nous avoir écoutés. Et donc, rendez-vous sur le prochain webinaire. Je vous rappelle que le replay sera disponible via RH Matin très prochainement. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Très belle fin de semaine à tous.